Et puis là, on aura comme par la magie des ondes Martin à l'écran qui est à Sherbrooke. Martin Vallière, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke depuis 2019-2020, je crois, qui a fait un PhD en physique médicale à McGill, qui a fait ensuite des postdocs en France et aux États-Unis, qui est associé aussi au projet Medomix, n'est-ce pas, entre autres avec UCSF, des partenaires européens. Martin, qu'on aurait bien aimé recruter à Québec là, dans le temps, mais il a choisi Sherbrooke parce qu'il y avait une belle chaire si fort qui l'attendait là-bas. Euh, donc, je connais Martin depuis plusieurs années. C'est toujours un plaisir de collaborer avec lui. Et aujourd'hui, il va nous parler de thèmes de recherche dans le secteur académique porteur. C'est un peu ça. Oui, mais je vais partager mon écran, ça va peut-être être plus clair, tiens. Ce que tu fais. Ouais, ouais, ben à toi la parole. Vous m'entendez bien, donc. Oui, Parfait. Merci beaucoup pour l'introduction, Philippe. Très gentil, très apprécié. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui de cela. Mes excuses si je ne suis pas en présence. J'aurais aimé ça y être. Puis bravo aux organisateurs d'organiser tout cela. Là, c'est très important. Bravo aux participants aussi d'être là et d'être engagés là-dedans. C'est important. Donc, je vais vous parler d'IA en santé puis de pistes de contribution possibles. Là. Je mets l'accent sur le mot possible. C'est une suggestion que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Je peux pas vous promettre que je ne serai pas un peu cow-boy là, dans ma présentation. Là. Je vais peut-être sauter parfois d'un concept à l'autre. Donc, je ne peux pas vous promettre que je ne serai pas un peu cow-boy, mais je peux vous promettre que je vais être 100% fringant durant cette présentation. Comme le disait, comme le chantait si bien Carl Tremblay, attache ta tuque avec la broche, on part. OK, donc ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'IA médicale généraliste d'abord, afin de faire un lien vers l'IA médicale spécialiste. Quelques exemples d'études puis des difficultés qu'on peut rencontrer avec le data, les données dans le monde réel. Puis quelques suggestions à propos de comment on peut contribuer, nous, là, chercheurs académiques, pour une meilleure IA médicale spécialiste. Et aussi, je vais vous présenter à la toute fin, un peu comme l'a énoncé Philippe, une plateforme que l'on nomme Medomix Lab, qu'on développe en ce moment même de façon accélérée pour la recherche médicale multidisciplinaire. Donc, je vais commencer avec cette partie-là ici. Évidemment, la partie 1. L'IA médicale généraliste, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est suffisant? Je veux apporter ce point-là d'abord, puis un peu d'histoire. Bon, OK, en 2021, l'Université de Stanford a publié ce papier ici, là, On the Opportunities and Risks of Foundation Models, puis il énonce une phrase, je pense, qui est très importante, qui résume bien là, l'histoire de l'IA, là, qui en est une d'émergence et d'homogénéisation en parallèle. Il y a eu de l'émergence de nouveaux algorithmes de machine learning et de l'homogénéisation de ces algorithmes-là. Maintenant, c'est tout disponible dans scikit-learn là, de façon très accessible. Deep learning, il y a l'émergence de nouvelles architectures qui nous permettent d'extraire des caractéristiques là, auxquelles le cerveau humain ne peut pas imaginer. Puis en même temps, il y a une homogénéisation là, de certaines des architectures les plus prometteuses, là, comme les transformers, qui sont utilisés un peu partout pour différents domaines. Et il vient ensuite là, les modèles de fondation, je ne sais pas trop comment le traduire, pardon, là, les foundation models, qui permettent l'émergence de plusieurs fonctionnalités. Là, et qui, en même temps, on voit très rapidement qu'il y a une tentative d'homogénéisation de ces modèles-là, là, du style ChatGPT. Donc, ces modèles de fondation-là, juste très rapidement, hein, ça permet de prendre des données multimodales, beaucoup de types de données différentes, d'entraîner, puis ensuite, la partie intéressante, c'est que ça s'adapte à différentes tâches. Là. Un seul modèle, un seul set de paramètres là, qui peut s'adapter à plusieurs tâches. Donc, c'est très intéressant. C'est bon, ce qu'on peut surnommer l'IA généraliste, mais là, qu'est-ce que c'est l'IA médicale généraliste? Mais ces modèles de fondation-là, il y a des industries qui tentent maintenant, puis qui l'ont fait, d'adapter ça au domaine médical, comme Google, cette année, en juillet, qui a publié le papier de Towards Generalist Biomedical AI et qui présente leur modèle MedPalm M. MedPalm M, qui est bon, un modèle qu'on peut qualifier de foundation model.
qui intègre toutes sortes de différents types de données pour faire toutes sortes, différents types de tâches. Là. Puis la liste est impressionnante. Là. Résumé des rapports de radiologie, par exemple, classification à partir des images médicales. Ça va même jusque dans des tâches au niveau génomique. C'est quand même assez impressionnant ce qui se passe au niveau de l'IA médicale généraliste. Mais donc, est-ce que c'est suffisant? Suffisant pour un peu notre domaine ici, là, notre domaine pour lequel on veut tendre vers une meilleure médecine de précision. Je vais y revenir. Est-ce que c'est suffisant? Mais premièrement, quelques faits saillants là, de MedPalm-M. C'est la première démonstration d'un modèle biomédical, un système d'IA biomédical généraliste. Comme j'ai dit tantôt, là, un seul modèle multimodal qui permet de faire plusieurs tâches. Qui ont vraiment bien aussi offert des benchmarks, là, des étalons là, pour plusieurs tâches, 14 en fait. Et même aussi, ils commencent à montrer des évidences là, de capacités émergentes qu'on nomme le Zero Shot Medical Reasoning. En fait, ils ont montré qu'ils ont été capables de détecter de la tuberculose dans des images médicales sans jamais avoir été entraînés avec des images médicales contenant la tuberculose. C'est grâce à cette capacité-là de Zero Shot Medical Reasoning, basée notamment, principalement sur l'information qu'ils ont appris dans les notes de texte qui contenaient des informations sur la tuberculose. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que c'est suffisant? D'après moi, non. OK, pour notre domaine d'études, la médecine de précision. Premièrement, le papier MedPalm dit que fine-tuning with domain-specific biomedical data est critique. Is critical to achieving good performance on biomedical tasks. Là, à ce moment-là, il réfère au fait que fine-tuner, c'est important. Ils sont partis d'un modèle de fondation plus large, Palm-E, qu'ils ont adapté au modèle médical, MedPalm-M. Donc, oui, on est tous d'accord, il faut fine-tuner sur des domaines encore plus spécifiques. Mais l'architecture de MedPalm-M, par exemple, ils disent qu'elle n'est pas optimale pour du few-shot in context learning, c'est-à-dire s'adapter justement à des domaines médicaux plus spécialisés comme certains problèmes plus spécifiques en oncologie, par exemple. Donc, moi, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, puis dans le fond, on ne sait pas non plus exactement l'intérieur de ce modèle-là, malheureusement. Puis là, bon, pour que ces systèmes-là soient utilisés en pratique, vraiment, là, il faut qu'ils deviennent plus performants que des modèles spécialisés pour une seule tâche. Il montre qu'il s'approche vraiment près là, de certains modèles à une seule tâche, ce qui est vraiment excellent. Mais ce n'est pas toujours le cas, là, disons, qui sont plus performants que les modèles spécialisés à une seule tâche. Mais ça s'en va dans la bonne direction. Mais je pense qu'il faut penser à combiner là, ces grandes avancées en IA médical généraliste avec ce que l'on a toujours un peu fait, là, de l'IA médical spécialiste et intégrer donc les données multimodales de façon intelligente, des données multimodales hiérarchiques pour des domaines spécialisés, des tâches spécialisées. Je pense qu'on peut, tout le monde ici, là, continuer à faire ça. On peut aussi penser à ce que ça va vraiment, vraiment prendre là, pour faire la médecine de précision basée sur l'IA, la Precision AI que j'aime appeler. Je pense que ça va prendre une meilleure façon d'intégrer les trajectoires de soins, de faire un sens des trajectoires de soins, d'intégrer des concepts de continual learning puis de causalité. Mais donc, je pense que le but ultime, c'est de mettre tout ça ensemble. L'IA généraliste, l'IA spécialiste, l'IA de précision, tous ensemble pour combiner toutes les avancées ensemble afin de tendre vers une meilleure médecine de précision. Là, aujourd'hui, je vais vous parler plus, évidemment, d'IA spécialiste. J'y reviendrai, en fait, dans la partie 3. Je vais sauter un peu du coq à l'âne. Donc, la partie 2, d'abord. En fait, la partie 2 sera un peu quelques exemples d'études et d'études qui développent des modèles single task, une seule tâche, spécialistes en oncologie, et les difficultés qu'on peut rencontrer avec les données de la vie réelle, les données du monde réel. Premier exemple, donc, c'est sûr que je vais un peu avec ce que je connais, là, les études auxquelles j'ai participé. Ça, c'est la première étude du consortium Medomix auquel Philippe a fait référence. Consortium Medomix, qui regroupe quelques chercheurs, quelques institutions des États-Unis, puis en Europe et au Canada.
Donc, on a fait ça en 2021, Nature Cancer, puis ça a été basé sur la base de données immense et magnifique là, que Olivier Morin de UCSF a réussi à construire. Il a pensé à construire cette base de données-là il y a plusieurs années. Et il a réussi à regrouper 175 000 patients en une seule base de données intégrée. 15 millions de notes médicales, 15 millions d'entrées de médicaments et beaucoup plus encore. Donc, ce type de base de données-là intégrée, je pense qu'on peut s'en inspirer pour tenter de créer la même chose ici au Québec. Mais c'est sûr qu'une des difficultés par rapport à ça, évidemment, ça a été de la construction là, de cette base de données-là. Je pense qu'il y a Olivier, il a passé de quelques cheveux bruns à quelques cheveux blancs durant ces années-là. Mais il a fait un travail incroyable. Donc, c'est difficile. Puis maintenant, une fois que c'est fait, il travaille fort là-dessus aussi, là, c'est transformer cette base de données-là en quelque chose qui est durable. Okay? Qui est, dans le fond, devenir un peu comme un data center, un peu comme des exemples comme Citadel ou Paradigm au niveau de l'imagerie à Québec. Donc, comment est-ce qu'on crée un data center? C'est pas évident. Premièrement. Deuxièmement, je pense que le but dans nos recherches, là, c'est évidemment de tendre vers du federated learning, c'est-à-dire d'analyser des données qui proviennent d'un peu partout dans le monde. Et il est clair qu'on ne va pas rassembler les données de partout dans le monde et partager tous dans un même endroit, à Sherbrooke, par exemple. On peut tendre vers quelque chose qui s'appelle le federated learning, laisser les données où est-ce qu'elles sont, faire voyager nos modèles, en fait, les réseaux de neurones, se connecter entre toutes les institutions, faire voyager et faire mettre à jour les modèles d'une place à l'autre. Ça c'est fait, ça a été fait sur des études comme celle-ci, à laquelle j'ai participé aussi, qui était vraiment. C'est pas Sherbrooke qui l'a leadé, mais c'est UPenn, Université de Pennsylvanie aux États-Unis, qui a leadé ça. Puis c'est vraiment une belle étude, là. C'est vraiment incroyable de rassembler 71 centres dans le monde, dans 6 continents. Ici, le but était de mieux développer des modèles de segmentation des glioblastomes. Et ça a fonctionné. Donc, bravo à eux d'avoir mis ça en place. La difficulté, c'est de continuer à utiliser ce réseau-là. Le réseau a été mis en place, mais je vous dirais qu'on a entraîné pendant plusieurs semaines. Mais là, maintenant, il ne fonctionne plus, dans le sens qu'il ne roule plus le réseau. On pourrait continuer, par contre, à faire rouler le réseau, profiter de ce réseau-là initial qui a été créé, puis l'enrichir, le rajouter d'autres institutions, puis peut-être mieux connecter aussi ces nœuds-là à la clinique, parce qu'en fait, j'y ai participé. Ce qu'il a fait que je fasse pour y participer, c'est probablement passer à travers toutes les étapes. Le protocole éthique pour analyser ces types de données-là, aller chercher les données dans l'hôpital, avoir l'autorisation de les ramener dans mon laboratoire de recherche à l'université, setter le tout dans un bon ordinateur que j'ai qui contient un GPU pour l'apprentissage fédéré, et donc me connecter ensuite de l'université avec ces données-là. Et donc, ces données-là ou cette base de données-là, le nœud Sherbrooke n'est pas connecté à la clinique, là, puis il ne s'enrichit pas au jour le jour. Donc, c'est une des difficultés dans ces types d'études-là. Ça, c'était l'exemple 2. Exemple 3, un projet qu'on est en train de préparer à Sherbrooke qui va mener un peu vous allez voir, qui va mener un peu à ce que je crois qu'on doit tenter de faire aussi en termes de médecine de précision, parce que je viens de l'évoquer un peu, on doit tenter d'essayer de faire de l'apprentissage en continu. Hein. C'est ce qui fait le plus de sens, c'est-à-dire de faire mettre à jour nos modèles au jour le jour, si on peut, avec les nouvelles données qui rentrent, de façon à ce qu'ils s'améliorent, qu'ils tiennent compte des nouvelles différences et des différences des données, des différences de comment les soins peuvent être donnés au fil du temps. Donc, ce projet-là en préparation, là, c'est pour faire l'apprentissage en continu, pour optimiser les soins de chimiothérapie au CIUS de l'Estruchus, au CHU, à Sherbrooke. Donc, surnommé IONCO. Donc, vraiment, les idées là-dedans, c'est de se rendre vers la Precision AI que j'énonçais précédemment. Là. Mais c'est d'abord bâtir dans le projet pilote des modèles spécialistes qui peuvent mieux prédire l'issue des traitements, mais ensuite d'intégrer l'apprentissage en continu, la causalité pour optimiser, faire des recommandations sur les soins et les prescriptions en chimiothérapie. En gros, c'est ça. On est en train d'essayer
d'assembler une base de données de 5500 patients, 35 000 notes médicales, 46 500 prescriptions de chimiothérapie. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Difficulté maintenant. Là, un des problèmes, c'est qu'il y a certaines données là, qui ne peuvent pas être déidentifiées. En l'occurrence, les notes de texte libres. Il y aura toujours quelque part dans les notes de texte que l'on veut analyser qui peuvent nous permettre de mieux, comme on l'a vu avec MedPalm-M, qui peuvent nous permettre de mieux effectuer certaines tâches. Ça vaut la peine d'analyser l'information dans ces notes de texte libres-là. Mais dans ces notes de texte libres-là, il peut y avoir des informations confidentielles, des informations identifiantes des patients, des médecins, des adresses, des choses comme ça. Donc, d'identifier tout ça, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cela? Ensuite, il y a le fait aussi que il existe des façons de transporter les données qui sont beaucoup plus sécuritaires que de tenter d'identifier au maximum. Maintenant, il y a l'émergence des données synthétiques. Je pense que vous en avez parlé à votre retraite. Les données synthétiques, qui prennent des données de la vie réelle, qui les transforment, en conservant les propriétés, disons, là, des probabilités jointes entre les variables, par exemple, mais qui transforment ça en des données fake, en des nouvelles données. Donc, qui ne permettent pas, d'un certain sens, d'identifier les patients. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour transporter des données synthétiques d'un hôpital vers l'université, par exemple, développer à l'université pour ensuite rouler les vraies choses directement dans l'hôpital? Je pense que c'est une façon de faire, mais il n'y a pas encore en ce moment, par exemple, de certification là, au Québec qui nous permettent qui disent OK, voici le processus de création de données synthétiques que l'on utilise. Est-ce que vous trouvez ça satisfaisant, sécuritaire pour les patients? Et oui, certification, maintenant, vous pouvez transporter les données. Ça n'existe pas encore. Donc, dans tout cela, il y a le concept peut-être d'accéder aux données de l'hôpital directement dans l'hôpital, donc à distance, ce qui représente aussi des difficultés. Et donc, dans tout ce contexte-là, pardon, dans le contexte des nouvelles lois aussi qui sont en vigueur, là, la loi 5 et la loi 5, loi 25 et tout ça, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, dans l'immédiat et dans le futur? Puis dans le contexte aussi que je pense que les instances aussi réfléchissent de plus en plus à peut-être organiser des bases de données, des serveurs là, qui pourraient être accédés par le cloud pour les chercheurs. Je pense que c'est en réflexion, mais ce n'est pas fait encore, ça. Qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat? Traditionnellement, traditionnellement, comme vous en doutez, on prend les données de l'hôpital, on fait ce qu'il faut pour obtenir des ententes de partage pour s'assurer que le partage de ces données-là sera sécuritaire et préservera la confidentialité des patients. On l'amène à l'université. Par exemple, moi, je suis dans la faculté des sciences, donc je dois transporter les données de l'hôpital du CHU qui a un U là, dans le CHU. Là, le mot, c'est université. L'Université de Sherbrooke est affiliée au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Mais donc, je dois tout de même transporter ces données-là vers l'université. Donc, pour me créer et transporter seulement les données que j'ai besoin. C'est bien correct aussi. Et donc, créer ma petite base de données de recherche. Et analyser. C'est un peu ça qui se passe, mais ça ne pourra pas fonctionner avec des données, comme je disais précédemment, qui ne peuvent pas être identifiées. C'est hautement inefficace. Ça ne permet pas de faire des analyses en continu. Donc, je pense qu'il faut tendre vers c'est très simpliste, là, comme représentation, là, mais un modèle qui ressemble à ça. Laisser les données directement là où elles sont. Il y a des données qui sont utilisées, par exemple, la base de données OncoExpert que je faisais référence dans l'autre projet, pardon. Dans le projet 3 à Sherbrooke. Base de données OncoExpert, qui est une base de données clinique utilisée au jour le jour par les médecins pour la chimiothérapie. On peut créer, par exemple, un mini-clone de ce qu'on a besoin directement à côté pour faire une base de données de recherche directement dans le périmètre de sécurité de l'hôpital. Par exemple, ça te permettrait d'assurer la confidentialité des données qui ne peuvent pas être identifiées. Ça permettrait de créer un nœud directement à la source des données, un nœud qui pourrait être mis à jour en continu pour l'apprentissage fédéré avec d'autres institutions. Je pense que c'est un modèle qui doit être considéré.
mais il ne va pas sans dire qu'il y a différents problèmes associés à ça, là. Je disais que je suis un chercheur de l'Université de Sherbrooke, OK, je suis aussi chercheur du centre de recherche du centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, mais je n'ai pas d'adresse CIUS, là. Je ne peux pas avoir en ce moment, malheureusement, accès au réseau sécurisé de l'hôpital. Ce qui est dommage. On est des chercheurs affiliés à cet hôpital-là, mais on ne peut pas nécessairement facilement là, avoir accès de cette façon-là, puis pour des raisons évidentes. Mais ces flèches bleues-là, finalement, la connexion à distance, c'est aussi quelque chose de difficile, comme cette grosse flèche bleue-là. Et ça semble simple, mais effectivement, c'est plus difficile qu'on pense. Avant de m'embarquer là-dedans, c'est sûr que j'aurais aimé que quelqu'un me dise, là, comme le chantait si bien Carl Tremblay, prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Hein, parce que d'établir cette connexion-là, on est en train d'essayer de tenter de le faire puis de faire bouger les choses pour permettre quelque chose de sécuritaire entre les chercheurs de l'université vers l'hôpital. Mais c'est pas facile, ça change les paradigmes puis les façons de faire des services informatiques de l'hôpital. Mais il ne faut pas lâcher, puis il faut tenter de tendre vers cela, je crois, puis on travaille fort là-dessus. OK. Ceci était la partie 2. Partie 3, quelques pistes de solutions pour nous, peut-être, mieux contribuer dans ce monde où est-ce qu'il y a des joueurs qui développent à une vitesse fulgurante là, des l'IA médicale généraliste. Comment est-ce que nous, on peut contribuer là, en tant que chercheurs dont les qualités premières, là, c'est de créer de l'IA médicale spécialiste? Bien, comme je viens de le dire, là, je pense qu'il faut tous ensemble aider à changer les mentalités, là, de ne tenter le moins possible de partager les données, les laisser où est-ce qu'elles sont, de changer le paradigme là, du centre hospitalier / université, là, où est-ce qu'on peut ultimement, j'espère bientôt, avoir accès pour les chercheurs à distance, mais aussi travailler ensemble à trouver des solutions, à faire des compromis et à convaincre donc les autorités des centres hospitaliers que cet accès-là sera sécuritaire. Donc, on peut travailler tous ensemble là-dessus. On peut aussi tenter de commencer à faire bouger les choses là, pour qu'il y ait une certification de la création de données synthétiques à la CAI, là, la Commission d'accès à l'information du Québec. Ça existe, par exemple, en France, à la CNIL. Cette certification-là, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne devienne pas réalité aussi au Québec éventuellement. On peut aider, participer à ces discussions-là et aider à définir ces certifications-là. Et je pense qu'on doit penser en termes de federated learning. Penser en termes de federated learning, je veux dire par là aussi, même quand on fait des études locales, dans le sens de faire des études dans mon laboratoire de recherche, je pense que ça vaut la peine de plus en plus de tenter de démontrer avec les modèles de machine learning qu'on développe, donc centralisés dans nos ordinateurs, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais fait la même chose, mais en mode distribué, en mode fédéré, de façon à montrer à la communauté et à optimiser cela aussi, là, que lorsqu'on passe en mode fédéré, ben, certaines pertes de performance ou les pertes de performance peuvent être minimes là, si l'apprentissage fédéré est fait correctement. Je pense que c'est important de contribuer à ça aussi. Exemple 2, quelque chose qui me tient à cœur ben, dans un de mes axes de recherche, c'est développer des modèles spécialistes, OK, mais qui considèrent la nature hétérogène des données durant l'entraînement. Puis quand je dis hétérogène, c'est un peu ma propre définition. C'est une combinaison de hiérarchie puis de multimodalité. Les données sont hiérarchiques dans le sens qu'elles sont acquises à différentes échelles biologiques. On peut penser à la génomique, la multiomique, qui va traduire certaines choses au niveau anatomique que l'on peut capturer dans les images. Il y a les notes de texte, puis il y a tout ce qui est plus haut niveau encore, au niveau des tables de données, dans nos hôpitaux là, qui peuvent représenter notre histoire médicale, l'endroit où on vit, nos données démographiques et tout et tout. Il y a quand même une hiérarchie des données de santé, je pense qu'on doit considérer, puis des différentes données de santé et tous leurs sous-types là, en termes de multiomiques ou en termes de différents types d'imagerie, mais ça crée quelque chose d'extrêmement multimodal. Donc, comment tenir compte de ça? Je pense qu'il faut y réfléchir. J'essaie de développer des méthodes
de modélisation intégrative que j'appelle, c'est-à-dire de prendre en compte cette hiérarchie-là des données multimodales quand on apprend des représentations des patients pour des modèles prédictifs. Donc, à la base de tout ça, il y a des si je peux vous permettre, là, il y a des algorithmes que j'aime bien pour ça, qui est des Graph Neural Network, qui permettent de connecter, de trouver des connexions entre les patients qui sont importantes, trouver les connexions entre les variables, entre les différents niveaux hiérarchiques qui sont importantes pour une tâche prédictive donnée. Je pense que c'est un algorithme qui est prometteur, une forme d'algorithme qui est prometteur et qu'on doit considérer dans nos recherches pour une meilleure médecine de précision, par exemple. Aussi, je pense qu'il faut considérer, lorsqu'on on bâtit des modèles, la partie déploiement, évidemment, là, de comment que ça va être réellement utilisé, puis qu'est-ce qui peut arriver durant l'utilisation à plus ou moins moyen long terme. C'est une schématisation un peu simpliste ici, mais juste pour dire que on entraîne des modèles le mieux possible, là, nous, vous, tout le monde, sur une certaine base de données, sur certaines bases de données qui on l'espère, représentent la majorité de la population. Il se peut que lorsqu'on arrive, qu'on entraîne ce modèle-là, qui est complet, qu'on veuille le déployer à peut-être même dans le même hôpital, mais ou dans d'autres hôpitaux, que le modèle performe quand même moins bien, que peut-être que globalement, on trouve que le modèle n'est pas si mal, quelques pourcentages de différence un peu moindres, mais qu'il existe quand même certaines sous-populations pour lesquelles le modèle ne devrait tout simplement pas être appliqué en ce moment, et des populations pour lesquelles on devrait adapter, peut-être dans une deuxième phase, adapter le modèle pour les prendre en considération. Je pense qu'il faut, durant la partie évaluation, déploiement, il faut constamment évaluer comment se comportent nos modèles pour différents profils de patients. Parce qu'il y a plein des choses qui peuvent se passer. Ils peuvent vraiment, on essaie de bâtir des modèles qui ont la meilleure validité possible là, dans notre ensemble de tests là, et tenter de considérer le plus possible toutes les différences entre les sous-populations dans une population générale. On espère que ça va bien se comporter à l'externe, mais il y a différentes façons de faire dans d'autres hôpitaux qui peuvent changer bien des choses sur le comportement du modèle. Il peut y avoir aussi un drift, du data drift qu'on appelle, qui peut être causé par bien des choses, le changement de pratique dans les hôpitaux, puis un modèle qui fonctionnait, entraîné à Sherbrooke, qui fonctionne bien à Sherbrooke au temps T0, ne veut pas dire qu'il va continuer de bien fonctionner 6 mois plus tard, parce qu'il y a des choses qui peuvent changer. Donc, il faut continuellement valider cela, s'assurer que, et s'il y a le modèle se met à moins bien fonctionner, mais il faut faire quelque chose. Donc, réfléchir à ça et dans nos études et construire des modèles qui sont le plus possible robustes à cela et suggérer des méthodes là, pour valider ces changements-là lors du déploiement des modèles. Je pense que c'est important. OK, j'arrive à la dernière partie. Je pense que le temps est bon. Je vais vous parler de cette plateforme-là que l'on développe pour, je crois, qui permettra de faire une meilleure IA spécialiste dans le domaine médical. For Better Specialist AI. Okay? On l'appelle Medomix Lab, qui est la plateforme pour faire l'intégration, la modélisation intégrative des données hétérogènes en médecine. Le MED réfère aux données médicales hétérogènes que je viens d'énoncer. Tout ça, là, la hiérarchie, la multimodalité. Omics, donc faire de la MED-omics, c'est, grâce à ces données-là, caractériser des processus biologiques. C'est ça la définition générale de l'omic. Donc, faire de la MED-omics, dans notre cas, la partie caractérisation là, se transmet surtout par le développement de modèles prédictifs dans le but de faire des traitements personnalisés le plus possible. La partie lab, c'est la partie, la plateforme en tant que telle, la partie calcul de la plateforme que l'on développe. Et bon, avec tout ça, on espère, évidemment, c'est simplifié ici, là, mais changer les paradigmes, hein, changer le monde. On a traditionnellement, puis je pense que je l'ai vécu d'une certaine façon au début de mes études, il y a 10 ans, les médecins ont des idées excellentes, nous les transmettent, collectent les données, nous les apportent, puis là, le reste ensuite, de façon séquentielle, se passe. Les computer scientists, les informaticiens s'occupent de l'entretien de ces données-là, émettent les hypothèses IA, le calcul, visualisent les résultats, ensuite transmettent ça aux cliniciens chercheurs et ainsi de suite. C'est un peu un processus, je trouve, qui
traditionnellement un peu plus séquentiel. Là. Nous, on veut que ce soit un peu plus synergique, c'est-à-dire impliquer encore beaucoup plus les cliniciens chercheurs dans le processus, car c'est eux, en fait, qui connaissent le mieux le problème. Je pense que tout serait accéléré si ils pouvaient s'impliquer le plus possible dans toute cette partie-là. Là. Les hypothèses IA, le calcul, la visualisation des résultats. Donc, on essaie de faire une plateforme qui permette de faire ces choses-là à la fois qui satisfait les cliniciens-chercheurs et les informaticiens. Et peut-être qu'ultimement, ça laissera plus de temps aux informaticiens de faire de l'IA un peu plus raffinée pour un problème donné. En gros, c'est ça le but principal. Pour faire ça, on développe dans Medomix Lab deux grandes parties pour permettre aux équipes interdisciplinaires de mieux travailler ensemble. Une interface, on s'en sauve pas, là, une front-end interface qui contient de façon très modulaire différentes couches, différents modules et qui permet de créer différents pipelines. Je vais y arriver dans la prochaine slide. Et dans ces pipelines-là, la partie design peut se faire en partenariat entre les cliniciens-chercheurs et les informaticiens. Et ce qui est bien de Medomix Lab, ce qu'on est en train de développer, c'est pour chaque pipeline créé, là, appuyer sur le bouton pour générer le code qui a été utilisé dans l'interface. Générer le code qui se transmet en Jupyter Notebook, de façon à ce que là, les informaticiens puissent peut-être le reprendre et le raffiner par la suite. Mais la partie design, à tout le moins, peut se faire, je pense, de façon plus accélérée dans la partie interface, conjointement entre les cliniciens-chercheurs et les informaticiens. Un exemple de pipeline auquel je voulais vous montrer, ça ressemble à ça. Là. Ici, c'est dans le contexte de l'analyse d'images médicales, de calcul radiomique. OK, où est-ce que, évidemment, on peut loader différentes images en format DICOM. Où est-ce que différentes segmentations préfaites ici là, peuvent être utilisées pour les calculs radiomiques. Puis là, quand je dis créer des pipelines, OK, visualisation d'images aussi qui s'en vient. Peut-être accélérer un petit peu. Visualisation d'images. Ensuite, la partie pipeline, donc, je voulais dire, c'est on peut créer deux chemins, par exemple. On part d'un même input, on va utiliser deux segmentations différentes pour calculer ensuite les mêmes radiomiques, les mêmes caractéristiques radiomiques, à partir de deux segmentations différentes. Donc, deux pipelines différentes qui se rejoignent, qui se séparent et qui se rejoignent ici. Donc, des séquences d'interpolation, de filtres, Après le filtre, on peut le visualiser aussi. Après le filtrage, on peut le visualiser, extraire les caractéristiques. Et là, comme il y avait deux pipelines, il y a évidemment deux sets de résultats de caractéristiques radiomiques. C'est un peu ce genre de facilité de créer des pipelines conjointement entre les cliniciens-chercheurs et les informaticiens qu'on veut créer, aussi aider à générer le code associé à ces pipelines-là pour les raffiner par la suite ou pour les adapter à quelque chose de plus spécifique. OK. En gros, je vais passer très rapidement. Workflow ressemble à ça. Intégration de différents types de données. Préparation des tables de données de machine learning. Extraction de caractéristiques à partir d'images, de time series, de séries temporelles, de notes de texte. Intégrer ça ensemble pour préparer les expériences de machine learning. Explorer le tout. Faire du machine learning, évaluer, là, comme j'en parlais, là, ces modèles-là le plus possible, simuler le federated learning, comme je l'ai énoncé aussi, avoir une couche applicative. Lorsque des modèles complets ont été créés, ont été partagés entre les collaborateurs, est-ce qu'on peut les réintégrer dans l'application, les déployer, les appliquer directement, en fait, pour un nouveau patient, faciliter un peu ces processus-là. C'est un peu à ça à quoi ressemble le workflow qu'on est en train de développer en ce moment. Puis je voulais juste en profiter pour vous dire que vous pouvez aider si ça vous intéresse, là, Medomix Lab, évidemment. On est en ce moment, là, cette session, là, on est en développement accéléré. On a une belle équipe là, qui travaille là-dessus, puis on devrait arriver à une version 1 d'ici Noël. Donc, l'important de comprendre ici, c'est qu'avant de faire une version officielle là, au reste du monde, puis une publication scientifique par rapport à ça, on veut passer par une phase de test avec différents collaborateurs, notamment le consortium Medomix, mais aussi les gens qui sont ici, les gens du Québec qui veulent participer à cette phase de test-là sont tous les bienvenus. Donc, si ça vous intéresse de participer à la phase de test qui aura lieu à l'hiver 2024, premièrement,
à partir de la semaine prochaine, parce qu'on est en train de le faire, vous pourrez visiter là, notre site web. Vous y trouverez un formulaire pour vous inscrire. Il y aura de l'information pour une session d'information le 15 décembre. Il y aura l'information qui va suivre pour la phase de test à l'hiver 2024. Il devra, pour la phase de test, là, un peu de travail à faire au départ pour avoir pour obtenir la certification du training course pour utiliser les données mimiques. Un peu de travail à faire, mais ça vaut la peine par la suite, je pense. Et ensuite, là, ça, la phase de test aurait lieu là, de janvier 2024 à mai 2024. Et l'idée, c'est de faire. On est en train de préparer des tutoriels pour que vous puissiez les effectuer, puis que vous puissiez nous donner le plus de rétroaction possible sur la facilité d'utiliser la plateforme et les nouvelles fonctionnalités qui seraient possibles. Pardon. Donc voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Martin. Extrêmement intéressant. J'ai plein de questions, mais je vais d'abord demander à la salle s'il y en a. Anne-Sophie? Bonjour, merci. Moi, j'aurais une question concernant les aspects un peu plus de confidentialité de données. Là. Donc, on a parlé de peut-être faire une certification de données synthétiques. Je me demandais qu'est-ce que vous avez en tête, là, c'est certifier le jeu de données, certifier les modèles qui créent ces données-là. C'est quel genre de critères que vous imaginez? Là? Parce que c'est pas toute donnée synthétique qui est nécessairement protectrice. Là. Donc, j'aimerais avoir plus d'idées sur ce que vous avez en tête là-dessus. Oui, c'est une excellente question, là, évidemment. En fait, je suis assez relativement nouveau là, au domaine des données synthétiques, donc de façon précise, je ne peux pas vous répondre. Mais ce que je sais, c'est qu'en France, que j'ai visité récemment, là, ils ont la certification à la CNIL, qui est l'équivalent de la CAI. Il y a d'ailleurs une compagnie qui fait ça, là, qui crée des données synthétiques, puis qui a le sceau de la CNIL pour dire de la façon que vous le faites, c'est correct. Donc, le processus de certification, ce que je voulais dire, c'est selon ces données-là et le processus que vous utilisez, c'est certifié pour être partagé. Puis là, comment ça peut être certifié? Ce que j'ai vu quand j'étais en France, c'est qu'ils ont un trade-off entre deux métriques, là, une métrique de privacy puis une métrique d'utilité. Puis ils essaient de jouer entre tout ça. Puis ce que j'imagine, c'est que la CNIL requiert, selon la métrique qu'ils ont développée de privacy des données, mais qui requiert que ça reste à un certain seuil minimal. Par exemple, 95 puis qu'ensuite, changer d'autres paramètres pour tenter de maximiser l'utilité sans jamais descendre en bas de cette métrique de privacy-là. Je ne pourrais pas vous en dire plus sur la métrique de privacy que j'ai vu passer, mais j'imagine que si c'est certifié en France, ça pourrait le donner aussi au Québec. Je pourrais vous envoyer aussi les articles originaux de cette méthode-là qui a été certifiée, puis il faudrait que je le lise plus en détail, puis on peut peut-être prendre ça comme point de départ. Parfait, merci. Ouais, je regarderai, puis je vous écrirai peut-être. Si je peux me mettre une deuxième question, un petit peu la même chose au niveau du Federated Learning, j'étais curieuse. Donc, ça permet de ne pas déplacer les données, mais est-ce qu'il y a aussi une espèce d'autres mesures ou d'autres restrictions concernant la confidentialité finale du modèle ou il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire du genre de Federated Learning où est-ce qu'on va vraiment avoir des contraintes de confidentialité un petit peu plus strictes sur le output. J'étais curieuse d'avoir une idée. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Ce qu'on a utilisé dans l'étude avec UPenn. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était vraiment juste une façon? Bon, moi, je connais DataShield, par exemple, là, qui permet de faire du Federated Learning, puis il y a mais les contraintes sur le output ne sont pas nécessairement. Il n'y a pas vraiment nécessairement de garantie si le modèle que j'ai appris à l'aide de mes différents jeux de données, finalement, d'une certaine façon, permet de laisser passer de l'information confidentielle. Oui, je n'ai pas déplacé les données, mais peut-être que dans mon modèle, j'ai déplacé de l'information. Oui, effectivement. Effectivement. Il y a il y a ce qu'on appelle la differential privacy qui peut être intégrée là-dedans et dans le processus. Puis là, encore là, c'est quoi la certification, genre sur le niveau, la quantification de differential privacy qui est acceptable. Il y a ça qui peut aider. C'est ça qu'il faut, je pense, miser. Il faut miser là-dessus. Il y a de l'encryption aussi qu'on peut faire, tout ça, mais c'est surtout, je pense, la confidentialité différentielle, la differential privacy, qu'il faut aider là, ici à quantifier et à certifier de la même manière qu'on fait pour les données synthétiques pour dire on a assez de sécurité en ce moment avec cette métrique-là.
Fait que c'est ça qui est intégré ou pas dans cet Oui, exemple-là? oui, tout à fait. Merci. Oui, bien, Ariane nous a présenté ce matin les concepts d'utilité versus confidentialité. Donc, vous êtes tombé exactement sur les mêmes concepts. Juste revenir aussi sur le dernier commentaire d'Anne-Sophie. Oui, il y a comme des nouveaux modèles d'attaque en apprentissage fédéré, où il y a des agents malveillants dans le réseau qui peuvent encoder de l'information. Mais ça, c'est nos amis là, académiques qui s'amusent à inventer des nouveaux types d'attaques. Puis après ça, il faut dire ça à nos comités d'éthique. C'est aussi possible d'attaquer ces trucs-là. Mais on est bien content d'avoir des gens qui font ça parce qu'on prévient les catastrophes futures. C'est ça, exactement. On dit, bon, j'utilise tel niveau de differential privacy. Et en plus, j'ai fait mes tests au préalable avec des librairies d'attaque. C'est exactement ça. Merci, Philippe, de l'amener. J'ai fait les tests avec des librairies d'attaque. C'est sécuritaire selon ces attaques-là. Ça rajoute encore plus à la confiance, oui. D'autres questions? Derrière, Thibault? Oui, merci pour la présentation. Merci pour l'hommage aussi. Enfin, c'était bien l'hommage à Carl Cambray. Les énormes modèles comme celui de Google ou des autres big tech qui sont donc qui cherchent à extraire les données partout, est-ce que là, alors, j'ai pas exactement compris quelle est ou j'arriverai pas à le formuler comment, si l'objectif c'est plutôt de s'en protéger ou d'en tirer le meilleur tout en essayant de le réglementer. Est-ce que c'est encore possible ou est-ce que peut-être que c'est trop tard, qu'ils ont déjà pris toutes les données dont ils ont besoin? Est-ce que c'est une possibilité, ça? Je pense pas, non, qu'ils ont pris toutes leurs données qu'ils auront besoin parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver encore, comme je disais, au niveau, les choses changent, les données vont changer, les données, il va y avoir du data drift anyway dans la vie, puis à un certain moment donné, ça va devenir de moins en moins performant. Puis je ne pense pas que toutes les données du Québec vont être intégrées par Google, par exemple. Fait qu'il y aura toujours, je pense, une certaine partie de transfer learning, de fine-tuning à faire, d'adaptation locale là, de ce qui sort de ces grands modèles-là sur nos propres données, c'est sûr. Mais je pense c'est ça, on peut. Je n'ai pas le futur, je ne peux pas prédire l'avenir. Est-ce que chaque hôpital va trouver MedPalm M si génial qu'ils vont acheter une licence puis que tout le monde va l'utiliser? Disons que c'est le cas, là. Je pense que nous, là, en termes d'IA spécialistes, on va peut-être pouvoir utiliser ça de la manière suivante. Je pense que ça va permettre, en fait, de faire un traitement des données comme on n'a jamais vu avant. Là. Traitement des données, puis une abstraction de toute, une intégration, une ingestion de toutes sortes de données entre elles qui va nous permettre, nous, ensuite, de faire mieux notre travail pour de l'IA spécialiste. C'est un peu ce que je pense qui va arriver en termes de rapprocher les deux types d'IA. D'accord, je comprends. Merci. Ça fait plaisir. Autre question? Moi, j'ai bien aimé ton exemple où tu déplaçais des boîtes, tu construisais tes pipelines dans un GUI très graphique. On considère un peu aller là aussi, mais après ça, on pense à qui sont nos utilisateurs. Et puis, c'est beaucoup de travail maintenant, ce genre de package-là, puis de faire tout ça overhead-là. Pour qu'au final, on pense à des cliniciens qui pourraient utiliser ça pour faire leur truc, mais au final, c'est très rarement les cliniciens qui vont faire ça, c'est plus les étudiants, c'est plus qui devraient aussi comprendre derrière le code comment ça marche, puis écrire directement le code. C'est qui votre audience, qui vous visez avec ces GUI-là qui sont très cool, mais dans la pratique, est-ce qu'ils vont être utilisés? Oui, c'est sûr que c'est ça le challenge. La pratique, puis je dirais excusez, j'ai une autre phrase qui me vient dans la tête comme ça, mais comme le chantait si bien Garde Tremblay, je te dirais pas de te mettre la tête sur mon épaule, Philippe. Dans le sens de, on va pas, je pense pas qu'il faut s'arrêter à ça puis se morfondre que crime, ça va-tu vraiment être utilisé dans la pratique, ça? Je pense qu'il faut viser que ça va être, faut que ce soit utilisé par des équipes multidisciplinaires, une IA médicale. Une équipe multidisciplinaire IA médicale, ça inclut des cliniciens-chercheurs. Puis moi, ce que je vois, c'est qu'ils vont s'asseoir à la phase design, au moins, pour designer et décider, explorer quel type de données doivent vraiment être utilisées pour le problème qu'eux ont en tête. Donc, je pense que ça va aider pour la création de meilleurs IA spécialistes. C'est difficile à faire, mais
peut-être que vous pourrez vous baser sur ce qu'on a fait aussi, là. C'est Electron, Next.js, React. Ça va être open source, ça l'est déjà, en fait. Là. C'est juste que c'est dans des branches obscures un peu de notre repo GitHub, mais peut-être qu'on pourra collaborer pour que vous puissiez plus rapidement commencer à développer ce genre de choses-là, vous aussi. Là. Parce que je pense que c'est important de La mieux prochaine question, tu travailler. lui as répondu. Là. Tu sais, je demandais la techno, là, mais tu viens d'énumérer ce qu'il y avait derrière ça. Philippe, j'ai peut-être en interaction, je suis clinicienne, puis je voulais peut-être partager ce qu'on a vu, par exemple, dans les milieux dits de première ligne. Je vois un peu cette idée-là, là, peut-être point à l'horizon, OK? Je ne sais pas si c'est réaliste, même si on en a parlé, que les futurs médecins, les futures infirmières, parce qu'il y a quand même pas mal d'infirmières dans le réseau, etc., vont se former puis avoir vos compétences. Donc, revenons à ce que je connais dans les milieux de première ligne. Ça a toujours été un problème dans les milieux de première ligne de juste faire ce qu'on appelle de l'audit, l'évaluation de la qualité de l'air, qui est imposé par le Code de déontologie. OK, tu es obligé d'en faire. Mais ça a toujours été problématique. Puis là, les gens disaient, les archivistes, tout ça, mais ça ne marchait pas. Donc, il y a eu, à un moment donné, quelqu'un qui a réussi à convaincre les responsables des politiques publiques pour financer à l'intérieur des équipes de première ligne une personne responsable, donc une agente d'amélioration continue de la qualité. OK? Fait que maintenant, dans ces équipes-là, ce n'est pas quelqu'un qui donne un soin, ce n'est pas quelqu'un qui répond au téléphone, ce n'est pas quelqu'un qui passe la mop, c'est quelqu'un qui ne fait que ça. C'est là que, justement, je vous disais que je l'avais interrogé par rapport à sa capacité de sortir de l'information des DME. Mais l'idée est plutôt à haut niveau. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir dans chaque organisation de santé, puis à des échelles plus petites, je vais le dire, des gens comme vous, puis que ce soit ça qui est le rôle dans l'équipe et non pas d'essayer des fois d'avoir quelqu'un qui a plusieurs chapeaux puis ça ne marche pas. Puis depuis qu'on a cette personne-là, ça fait à peu près 5-6 ans, mais là, on va oublier la COVID parce que ça a été un moment difficile pour tout le monde. On n'a jamais fait autant d'évaluation de la qualité de l'air qu'on en fait là. Mais même à des endroits où on n'avait jamais pensé en faire. Exemple, la réponse téléphonique, ça prend combien de minutes pour répondre, ça prend combien, etc., etc. Mais elle ne fait que ça, 35 heures semaine. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être là que vous devrez éventuellement peut-être réfléchir même à former ce genre de personnes-là puis les intégrer dans les équipes même. C'est un excellent point. Pour que Medomix Lab fonctionne, ou je veux dire, pour avoir une plus grande accessibilité, tout le monde en général, des techniques de pointe d'IA en santé, je pense que ça prend quelque chose, une plateforme commune comme ça, mais ça prend aussi la partie formation qui vient avec pour tout le monde. Fait que oui, les cliniciens-chercheurs ou quelqu'un de dédié à ça aussi dans l'hôpital, par exemple. Moi, j'adorerais ça que Medomix Lab, qui est présentement plus qui est dans la faculté des sciences, l'université, mais que ça se transfère de plus en plus vers l'hôpital, puis que oui, qu'il y a quelqu'un de dédié à ça, le plus près possible de la clinique, qui fait le travail comme vous dites, mais dans le fond, qui est très près des médecins aussi pour savoir si ce qu'il fait a de l'allure par rapport à un projet donné. Donc, je pense que dans les entreprises, il y a des Chief Data Officers, comme tu le sais. Dans les hôpitaux, il n'y en a pas. Là. On voit aussi de plus en plus des Chief Medical Information Officers qui apparaissent, mais au Québec, culturellement, on n'est pas rendu là, malheureusement. Est-ce que ça s'en vient? Je ne sais pas si tu sais si ça s'en vient, mais dans le sens que oui, je pense qu'il doit y avoir plus de ressources dans les hôpitaux directement pour faire ce genre de choses-là, pour des medical data engineers qui sortent les données, qui organisent les données, des data scientists là, directement dans les hôpitaux engagés par les CHU. Là. Je pense que de plus en plus, on aura... Parlons des 6, là, mais aussi Chaudière-Appalaches, juste pour peut-être le mettre sur la table, puis je pense que tu es au courant, Philippe. Je pense qu'ils ont, à un moment donné, ils ont investi, puis ils ont un territoire bien démarqué, ils ont l'hôtel Dieu de Lévis, et puis ils ont engagé des gens, pour ne pas le nommer, Stéphane Turcotte, etc. Donc, je pense que c'est possible. Puis il y en a qui sont visionnaires maintenant là, dans ces organisations-là pour bien se structurer. Mais ce pas des gens qui ont une voix au board de direction. Tu sais, pas encore, mais c'est pour ça. Mais là, excusez-moi, mais prenez-le comme un compliment. Vous ne serez jamais assez. Non, tout à fait. Il va falloir qu'à un moment donné, vous vous multipliez plus vite que ça, là, procréation ou autre. C'est pour ça qu'on a fait le programme foncé. Juste un commentaire que je pense que c'est une très bonne idée, mais je vois déjà dans le système de la santé, on n'a pas de registraires pour avoir les données des cancers. On est la seule province au Canada
où il n'y a pas des données qui sont publiées chaque année. Mhm. Donc, je ne sais pas c'est quoi exactement le problème, mais il y a un problème de ce type-là. Donc, en tant que chercheur, il faut aider les établissements hospitaliers à mieux Mais nous, s'organiser. on a proposé des solutions là, à la direction de cancérologie, mais culturellement, ils ne sont pas rendus là, les données. Puis, tu sais, il y a une culture aussi de pas de données, pas de problème. En cancer, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Vous avez raison, il faut qu'on est à la table. Et surtout avec Pensée, et tout ce qu'on fait ici, on a besoin des données, on peut produire les résultats avec les données. Pourquoi on n'a pas accès? Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au dîner parce que ce serait bien de pouvoir manger et aller un petit peu à l'extérieur parce qu'il fait beau. Aller faire une petite marche. Donc, Martin, très, très apprécié. Merci. Donc, Merci à vous. Passez une excellente fin de retraite. Merci de l'invitation. il y aura des nouvelles de notre groupe là, pour ce que vous avez fait, de notre participation à Medomix. Là, il y a quelques personnes de mon groupe déjà qui vont assister le 15 à la présentation. Donc, merci Super. beaucoup. Bye bye. Au revoir.